Émigration irrégulière, le gouvernement minimise-t-il le nombre de morts? Comment analyser la dernière sortie du ministre de l'Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome? Nouvelle stratégie communicationnelle du gouvernement, quelle est la pertinence de la démarche? Loi de finances initiale 2021, l'Assemblée nationale, le HCCT, le Haut Conseil des collectivités territoriales et le CSE, le Conseil économique, social et environnemental, voient leur budget augmenter. Quel est le bien fondé d'une telle décision? Pour répondre à toutes ces questions, Pabès Diba reçoit ce dimanche dans Remue-Ménage Ousseynou Narguey, journaliste consultant, et Mamadoussi Albert, journaliste analyste politique. Remue-Ménage, c'est ce dimanche de 10h à 11h sur RFM, la radio de toute l'actualité. Merci à Kaderlo qui assure la mise en onde de cette émission. Bonjour à toutes et à tous. Remue-Ménage qui a le plaisir de recevoir Ousseynou Narguey, journaliste consultant, directeur général d'Accessible.com et fondateur de Tract.sn. Bonjour Ousseynou. Avec nous aussi notre confrère Mamadoussi Albert. Bonjour Albert. Bonjour Papis, merci pour l'invitation. C'est moi. Ousseynou, nous démarrons avec vous. Nous parlons de l'immigration irrégulière, mais si le nombre de candidats qui en ont péri reste une préoccupation pour beaucoup de Sénégalais, ça l'est moins pour le gouvernement. Comment vous appréhendez la situation? Oui, c'est volontiers que je réponds à cette question-là. Je suis intervenu sur une antenne Africa Radio Paris pour ne pas le citer, suite à une tribune que j'ai faite dans Jeune Afrique au sujet de cette question de l'immigration irrégulière. Et la question que je m'y posais, c'était en rapport avec le deuil numérique qui avait été institué sur Internet par les Africtivistes et les activistes sénégalais. Donc, je me posais la question de savoir, est-ce que le gouvernement Sall en avait-il fait assez par rapport à cette question-là. Je crois effectivement qu'il y a une contradiction fondamentale entre le gouvernement et notamment l'OIM qui a dénombré 480 morts pour les derniers événements tragiques qui ont eu lieu en relation avec la migration irrégulière. Dans sa première réaction, le président Sall, dans son tweet, parlait d'une dizaine de jeunes et présentait ses condoléances pour cette dizaine de jeunes-là. On voit qu'il y a un gap immense entre ce qui était escompté, en tout cas ce dont on avait peur, et ce qui a eu lieu dans la réalité. Je crois que le gouvernement a hésité à accepter qu'il y ait autant de morts, parce que ces morts-là, quelque part, sont en confrontation avec le discours officiel de pays émergents à l'horizon 2035 et de pays dans lesquels des richesses sont découvertes et qui économiquement fait des performances. Je pense que quand il y a des Sénégalais qui votent avec leurs pieds, qui prennent des pirogues pour s'en aller, le gouvernement, au tout début en tout cas, est gêné aux entournures, ne sait pas trop comment prendre la question, mais je pense après, il y a eu une prise en compte de cette question-là dans le sens où le président a indiqué qu'il y aurait une attention particulière des mécanismes de soutien aux jeunes et aux femmes à travers l'ADER pour les candidats à l'immigration et les rescapés de cette immigration-là. Et j'en termine là. Je pense en effet avec vous que le ministre Diome a fait une erreur de communication à tout le monde. Nous y reviendrons. Oui. Mamadoussi Albert, Ousseynou l'a dit, beaucoup n'ont de cesse de réclamer l'organisation d'un deuil national en hommage aux disparus, mais le gouvernement ne semble pas disposé à le faire. Comment pourquoi? Vous comprenez pourquoi? Bon, je crois qu'on peut en tout cas tenter d'expliquer le gouvernement sénégalais comme les pays africains de manière générale sont pris dans un engrenage. L'impact du Covid agit sur la jeunesse. L'effondrement de l'économie africaine et singulièrement de l'économie sénégalaise a un impact. On le voit, c'est des jeunes qui sont en général des pêcheurs. C'est des jeunes qui viennent des grandes villes, c'est des jeunes qui viennent des pôles régionaux. Ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de formation, ils n'ont pas d'alternative. Et le Covid
est venu aggraver cette tension. Il y a eu une amplification des problèmes. Même le commerce informel ne marche plus. Donc, le gouvernement est pris dans un engrenage. Il n'a pas de solution. Ça, c'est, je crois, la première explication. À partir du moment où vous n'avez pas de solution, vous ne pouvez que sous-estimer le nombre de morts. Parce que si vous acceptez la gravité de la situation économique et que vous acceptez que ces jeunes sont en train de mourir en pleine mer, mais vous créez une condition psychologique pour que les populations se révoltent. Donc, on minimise pour atténuer l'impact du Covid, pour atténuer la gravité de la situation. Mais si on regarde de près, quand même, on se rend compte que c'est très grave parce que tous les pays européens sont aujourd'hui sur un pied de guerre contre l'immigration. Et ça explique pourquoi le gouvernement ne veut pas prendre cette question à sa juste dimension. Que ce soit les sociétés civiles européennes, que ce soit les États, que ce soit les organisations internationales, mais tous ces acteurs sont conscients de la gravité. Il n'y a que les États africains qui ne mesurent pas la gravité de la situation. Et le gouvernement sénégalais ne fait pas exception. Ça dit qu'on minimise, on sous-estime le nombre de morts, on sous-estime l'impact du Covid, on sous-estime la gravité de la situation de la jeunesse. Et c'est ça, à mon avis, qui fait que le gouvernement est sur une défensive. C'est pour ça que le gouvernement ne prend pas en charge les véritables questions. C'est comme un paradoxe. Comment se fait-il que les mouvements citoyens organisent des deuils alors qu'on a un État? On a des Sénégalais qui meurent en pleine mer. Donc c'est l'État qui devrait prendre sa responsabilité, qu'il y ait 10 morts, 20 morts, 200 morts, mais le deuil, quand les citoyens sentent le besoin d'observer un deuil, mais comment l'État peut-il être insensible à ça? Ces jeunes-là, ce sont les porte-parole des familles, ce sont les porte-parole de la jeunesse. Et je crois que le gouvernement a intérêt à prendre en charge véritablement les enjeux. Il y a une baisse actuellement tendancielle. Mais c'est saisonnier. C'est sûr et certain que cette crise-là, plus elle va durer, plus les jeunes qui n'ont plus de perspective, ils ne peuvent plus prendre l'avion, ils ne peuvent plus prendre la route. Qu'est-ce qu'il leur reste? C'est la mer. Donc, de ce point de vue-là, il faut se rendre compte que cette tendance-là, elle va se développer et prendre des dispositions. C'est bien qu'il y ait un renforcement de la sécurité, mais c'est encore mieux si le gouvernement vraiment prenait en charge la question de la jeunesse. Ousseynou, vous faisiez allusion tantôt à la déclaration d'Antoine Félix Diome relativement à cette question de l'immigration clandestine et le nombre de morts, en disant que le gouvernement n'est pas intéressé par le nombre de morts, le décompte des morts. Comment une telle déclaration vous l'apercevez? Oui, M. Diome, à l'intérieur, a dit que le gouvernement n'est pas là pour dénombrer les morts. J'ai trouvé ça assez malheureux comme déclaration parce que ces morts en question ont un impact très affectif, très fort sur la population sénégalaise. À titre d'exemple, le 17 novembre dernier, 3 jours après sa mise en ligne, la vidéo du clip de Dip Doundouguis, Deuil national, avait fait 360 000 vues sur YouTube, sur sa seule chaîne YouTube. C'est vous dire l'ampleur de comment est ressenti ces morts en mer là. Et donc le gouvernement et singulièrement le ministère de l'Intérieur, la personne qui est en charge ce portefeuille-là, je crois, a une obligation de sécurité et de sûreté des populations. Et de ce point de vue-là, ce qu'on attend d'un gouvernement, c'est d'abord de l'empathie. C'est comme dit quelqu'un, du care. À défaut de pouvoir apporter des solutions, je crois prêter une oreille attentive aux desiderata des populations, leur expliquer, leur faire de la pédagogie et montrer qu'on a de l'empathie envers ces populations-là, je pense que c'est un minimum syndical qu'un gouvernement se doit d'assurer. Un gouvernement n'est pas là pour donner de mauvaises nouvelles, un ministre n'est pas là pour faire cela, et s'il doit le faire dans le cadre d'une communication de crise, je crois qu'il doit expliquer les tenants et les aboutissants. Et effectivement, la déclaration d'Antoine Diome, qui a peut-être, j'allais dire, l'excuse d'être nouveau à ce poste-là et de provenir d'un corps de métier dans lequel il était libre
de sa parole, comme on dit pour les juges, les magistrats. Mais est-ce aussi, il n'y a pas une part de vérité dans ce qu'il dit? Quelqu'un qui voyage ou des groupes qui voyagent clandestinement, on n'est pas censé savoir aussi le nombre de ceux qui vont peut-être arriver à destination et ceux qui peut-être ont péri en cours de route. Oui, mais l'OIM... Parce qu'ils le font clandestinement. L'OIM, qui est une organisation qu'on ne peut pas taxer de manque de sérieux, qui a avancé le chiffre de 480, elle a appliqué une méthodologie qui a consisté... 180, en fait, c'est par rapport Non, 140, mais 480 globalement. Voilà, mais 140 plus d'une centaine, disons, pour l'OIM. 140 et 480 sur l'année, c'était plus exactement ça. Ils ont appliqué la méthodologie d'aller rencontrer les familles, de mettre en place une ligne d'appel gratuite sur laquelle les personnes qui n'avaient pas de nouvelles de leurs jeunes ou moins jeunes partis en émigration pouvaient appeler. Donc de ce point de vue-là, même le chiffre donné par l'OIM est approximatif, mais il est vrai, parce qu'il repose sur des témoignages de familles de ces personnes-là. Ça, c'est une chose. Mais la question de dénombrer, moi, je pense que sur les chiffres, ce gouvernement a eu des problèmes à les accepter et à les communiquer, parce que si vous vous rappelez bien, quand on a indexé la responsabilité des familles dans les causes d'émigration des jeunes, j'ai entendu le directeur de l'emploi, qui est donc un haut fonctionnaire, dire que la question n'était pas le chômage, que le taux de chômage au Sénégal est à 6,8% selon les chiffres de l'OIT. Il y a un média international qui dit récemment que ces chiffres-là sont à 19%, le taux de chômage. D'accord, en 5 ans, le gouvernement dit avoir créé 12 000 emplois, mais je pense que la vérité des chiffres, il faut qu'on se la dise, parce que quand on ne dispose pas de chiffres, on ne peut pas faire de projection et on ne peut pas apprécier ses performances et sa progression. Mamadou Sy Albert, pourquoi il n'y a pas eu de recadrage par rapport à la sortie d'Antoine Félix Diome, si tant est que ça a été une erreur, sa communication? Il y a eu un recadrage par la presse. Oh, mais ouais. Pas par la presse. Moi, je crois que le problème, il est global. C'est le gouvernement n'a pas vraiment de politique pour suivre ce mouvement migratoire. Comme tu dis, ils ne connaissent pas le nombre de Sénégalais qui partent, ils ne savent pas les circuits, il n'y a pas une maîtrise de la question. Donc, à la limite, le gouvernement relaye les informations. Mais c'est là que se trouve la difficulté. Voilà. Il ne maîtrise pas le circuit. Il ne maîtrise pas. Donc, les informations qu'il délivre, c'est des informations qui proviennent de sources étrangères. Et ça, c'est une responsabilité grave quand même de l'État sénégalais, qu'on ne puisse pas savoir combien de jeunes quittent nos côtes, combien de jeunes meurent, combien arrivent, comment les suivre à l'étranger. Donc, c'est toute la diplomatie du Sénégal qui est remise en cause d'une certaine façon, mais également la diplomatie africaine. L'Union africaine est amorphe, alors que c'est une question très sérieuse qui interpelle tous les États africains. Mais regardez aujourd'hui comment l'Europe se mobilise pour se barricader. Mais pourquoi l'Afrique ne se mobilise pas pour défendre sa jeunesse, pour essayer de dire aux Européens qu'on ne peut pas continuer cette fermeture des frontières. Personne ne pourra arrêter un mouvement historique aussi profond. L'immigration fait partie des évolutions des sociétés humaines. C'est un phénomène qui est là depuis des siècles. Quelles que soient les mesures de protection qu'ils vont prendre au niveau des pays développés, mais les jeunes Africains sont assez intelligents. Ils l'ont montré depuis les années 70. Aujourd'hui, regardez simplement le Sénégal. La diaspora sénégalaise, elle est partout en Afrique, elle est partout en Europe. Est-ce que ces frontières qu'on veut fermer coûte que coûte aux jeunes Africains, est-ce que c'est tenable? L'Afrique doit reprendre son courage entre ses mains et dire la vérité. C'est-à-dire que les frontières, il faut les ouvrir. Il faut essayer d'accompagner cette jeunesse-là. Si l'Afrique ne peut pas trouver du travail, ne peut pas trouver de la formation, ne peut pas trouver d'insertion, mais les jeunes Africains, ils partiront, quelles que soient les lois, quelle que soit la mobilisation des forces militaires du pays. Ils ne peuvent pas. Ça, c'est un phénomène historique. Même l'Europe s'est construite autour de l'immigration. Pourquoi vous dit-on que
que les jeunes Africains meurent en mer en 2020. Pourquoi? Moi, je suis choqué de voir que sur tous les continents, il n'y a que les Africains qui prennent des pirogues et qui meurent. Alors que sur le plan technologique, aujourd'hui, il est fort possible d'avoir des moyens de transport qui vont utiliser la mer, mais sans qu'il y ait même s'il y a des morts, on peut s'équiper, je veux dire, des moyens de transport, transporter les gens. Maintenant, s'il faut les refouler, il faudra les refouler. Mais au moins, ils ne vont pas mourir. Il n'y a qu'en Afrique qu'on le voit. On meurt de faim, on meurt dans les océans, mais ça ne choque personne. Et je crois que c'est à ce niveau-là que je trouve que le président Macky Sall, quand même, il a de l'expérience. Il ne doit pas jeter en pâture son gouvernement. Son gouvernement a des limites. C'est le président de la République qui doit prendre sa responsabilité politique et poser la question des frontières, la question de la liberté. Les Africains, ils ont le droit d'aller à l'étranger. Et je crois que c'est intenable et les Africains doivent prendre conscience que cette immigration, c'est un phénomène historique. Ça va encore s'approfondir avec la crise qu'on a. Oui, j'allais réagir pour dire que je serais moins militant et moins, s'il me permet le terme, mon grand frère Albert, moins utopiste que lui, parce que déjà sur la question de l'acceptation des migrants par les pays européens, il y a un contre-exemple frappant qui est celui de l'Allemagne qui, il y a quelques années, a accepté 1 million de migrants syriens suite à la crise militaire, la crise militaire en Syrie. 1 million, c'est quand même un chiffre très important et elle l'a fait à la limite contre son opinion publique nationale et avec des risques de troubles avec l'extrême droite chez elle en Allemagne. Sur la question de la migration qui est le lot irrégulière simplement du continent africain, je dis quand vous allez en Guyane française, les pays environnants prennent des pirogues pour venir en Guyane française. Les Mexicains traversent le Rio Grande, à leurs risques et périls pour entrer dans les États-Unis. D'ailleurs, Trump qui s'en va, d'où le mur de Trump qui s'en va. Voilà, je tenais à poser ce premier panorama-là pour dire que oui, on a des droits, mais des droits dans le respect des règles établies par les pays réceptacles pour, j'allais dire, opérationnaliser ces droits-là. Parce que quand même, la diaspora sénégalaise et africaine plus largement, elle est importante hors des frontières du Sénégal. Il y a 12 000 étudiants sénégalais en France. Il y a 100 000 Sénégalais à Casablanca. Donc, je veux dire, on arrive à voyager. Et je crois qu'effectivement, les personnes qui veulent voyager pour motif économique et pas celui d'asile politique ou études, pour motif économique exclusivement, doivent satisfaire à certaines conditions et s'il le faut, j'allais dire, payer ou passer les certifications et les diplômes ou les certifications professionnalisantes pour accéder, pour être éligible à cette immigration-là. Vous savez, dans le même temps que l'Europe bloque ses frontières, elle a, par exemple, mis, pour ce qui est de la France, un poste de demande de visa au Niger pour que les migrants n'aient plus à passer par la Libye où il y avait des marchés aux esclaves. Il y a un poste en ce moment au Niger où on peut demander un visa, mais simplement c'est pour motif d'asile politique et pas économique. Et de ce point de vue-là, moi je veux interpeller le gouvernement Sall et les gouvernements africains pour dire qu'ils ont la responsabilité de ne pas laisser l'immigration être le seul discours des dirigeants occidentaux. Ce dont je veux parler, c'est la négociation de quotas d'émigration saisonniers ou permanents. Je pense que c'est quelque chose qui avait été expérimenté sous le précédent régime, avec les bonheurs, les heures et malheurs que l'on sait. Le président Sall lui-même, quand il faisait le lancement en décembre 2018 de son livre « Sénégal à cœur », disait, Macky Sall, que l'Europe ne peut pas se barricader derrière ces forteresses, mais simplement il faut qu'il fasse le pas suivant, qui est celui de négocier des quotas d'immigration. Et finalement,
j'en termine là, sur la question de la migration, je ne pense pas que ce soit juste la misère économique qui fasse partir nos jeunes et nos moins jeunes. Je crois qu'il y a une détresse psychologique aussi qui tient à un manque de rêve quand des jeunes savent qu'ils ne peuvent pas accéder à un emploi salarié parce que le marché de l'emploi est saturé avec 100 000 personnes qui arrivent sur ce marché-là chaque année. Et en ce qui concerne l'entrepreneuriat auquel on les encourage, on ne les fait pas assez rêver. Or, pour entreprendre, je pense qu'il faut d'abord rêver et se lever le matin pour aller réaliser ce rêve-là. Il y a des gens qui prennent 5 millions à la DER et qui le mettent dans un projet d'émigration clandestine, qui ferment leur boutique, qui vous disent « moi je gagne 150 000, ce n'est pas assez parce que Monomati Yobu Samaya et Make ». Donc bon, de ce point de vue-là, je pense que ce n'est pas qu'un problème de détresse économique, mais c'est aussi un vrai problème de pédagogie et de réenchantement du rêve sénégalais. De la même façon qu'il y a un rêve américain, il faudrait qu'il y ait un rêve sénégalais de se réaliser chez nous, de changer le pays à défaut de changer de pays. Nous avançons un peu, Mamadou Sy Albert, avec cette nouvelle stratégie communicationnelle du gouvernement, une conférence de presse tous les 14 jours. Comment vous appréciez cette démarche ? Bon, je crois que c'est une démarche nouvelle. Les nouvelles, on a rarement vu 8 ministres autour d'une table face aux journalistes. Maintenant, l'explication que moi j'ai, c'est une démarche qui résulte d'une pression. Le gouvernement est mis sous pression. Il y a la question, on parlait tout à l'heure de ces jeunes Sénégalais qui meurent en mer. Le gouvernement n'a pas de réponse. On avait des problèmes de l'eau, on avait des problèmes de terre. Il y a eu une accumulation de difficultés que les Sénégalais ont subi en moins de 2-3 mois, plus le Covid. Donc le gouvernement était sous la pression, il avait besoin d'exprimer un message, d'envoyer un message aux populations. Donc il y a cette pression-là qui a obligé le gouvernement. Mais en voulant émettre cette multitude de messages, est-ce que finalement ça ne va pas brouiller aussi ceux à qui ces messages-là sont destinés? Mais bien sûr, c'est une mauvaise stratégie politique. Il suffit simplement de voir, par exemple, que les questions qui sont posées sont récurrentes. Les questions posées n'ont pas de réponse. Le gouvernement s'est exercé à faire des annonces et des promesses. Les annonces et les promesses, pendant que les difficultés s'accroissent, pendant que les Sénégalais sont de plus en plus inquiets du présent et de l'avenir, mais quand vous servez un tel discours, vous ne faisiez qu'accroître la déception des gens parce que vous n'apportez pas de réponse. À mon avis, le gouvernement aurait dû être beaucoup plus serein, prendre en charge les questions. Les questions, c'est des questions récurrentes, c'est des questions assez complexes. Moi, j'aurais vu, par exemple, le gouvernement prendre le choix d'aller à l'Assemblée. Il y a des questions d'intérêt national qui interpellent l'ensemble des acteurs politiques, qui interpellent la société civile. L'Assemblée, c'est un lieu de discussion, de débat et de réflexion. La presse n'est pas un lieu de discussion, un lieu d'échange, de confrontation. Mais il faut dire, ils l'ont expérimenté sous la direction du Premier ministre Boun Abdallah Dionne. Mais puisqu'on n'a pas de Premier ministre aujourd'hui, est-ce qu'on peut continuer à le faire et sous quel format? Non, moi, je trouve qu'il y a, au moins le Sénégal a une expérience en matière de communication politique. Le chef de l'État a une fonction essentielle dans le fonctionnement du système démocratique. Le président de la République, sur des questions d'intérêt, on parlait tout à l'heure des jeunes Africains, c'est une question qui interpelle tous les États. Mais pourquoi le président de la République ne ferait-il pas un discours à l'adresse du peuple sénégalais? Donc, quand il y a des questions d'intérêt national, c'est le chef de l'État qui se met au devant. Maintenant, quand il y a des questions, si vous voulez, ponctuelles, brûlantes, mais on n'a pas besoin de 8 ministres. On a besoin de désigner que, quand même, le gouvernement est assez expérimenté également dans le domaine de la communication. Ils ont une structure qui s'occupe de la communication du gouvernement. Désigner un ministre ou 2 ministres pour aller porter la parole du président, à mon avis, c'est beaucoup plus productif que d'amener 8 ministres. Et le troisième choix, c'est l'Assemblée. Donc, il faut que le gouvernement réfléchisse. Il ne faut pas subir. Quand tu subis, tu réagis avec l'émotion. Il l'a dit tout à l'heure.
bon, c'est une erreur politique peut-être du ministre de l'Intérieur, mais c'est une Très bien. erreur politique du gouvernement. Ça a dit qu'ils n'ont pas préparé suffisamment nos ministres pour aller expliquer ce qui se passe, pour aller donner des réponses, pour assurer. Je crois que le gouvernement a intérêt à réajuster sa politique de communication. C'est nous, le fond et la forme de cette nouvelle démarche communicationnelle. Alors, sur le fond et la forme, je ne vais pas aller à rebours de la presse nationale. Et quand je parle de presse nationale, tous les quotidiens qui paraissent sur l'étendue de la nation, pour moi, sont des journaux nationaux qui, dans leur unanimité, ont été très critiques, vraiment négatifs sur ce format-là. À part, bien sûr, j'allais dire, le journal gouvernemental et la télé d'État. Mais plus profondément, moi, je pense que après la formation du gouvernement de Toussaint du 1er novembre qui a consacré une certaine ouverture à l'ouverture, le gouvernement en place devait assurer une sorte de service après-vente de sa mise en place pour confirmer qu'elle était là, selon les mots du chef de l'État, pour une mission. Voilà, qu'elle était un gouvernement de mission, qu'elle était là pour régler des problèmes concrets des Sénégalais. Je crois que c'est ce qu'ils ont voulu faire, mais je crois que ça a péché. Je pense vraiment que ça a péché du fait que c'est sorti de nulle part. Ça a été finalement une communication événementielle. Et si on veut assurer, rassurer de manière, j'allais dire, long terme, les populations, on n'a pas à faire de la communication événementielle, c'est-à-dire à faire en sorte que le fait même de tenir ce gouvernement face à la presse, ce format, puisque c'était ainsi qu'il était appelé, fasse l'événement. Il n'avait pas à faire l'événement. Il devrait venir comme quelque chose de naturel et de normal dans la reddition des comptes et dans l'obligation d'explication et de pédagogie qui est celle de tout gouvernement. Donc ça, c'est une chose. Et bien sûr, on a vu la bourde d'Antoine Diome qui a dit quelque chose comme le Sénégal n'a pas, en tout cas son État, à accueillir toute la misère des Sénégalais. Ce n'est pas ce qu'on attendait d'un ministre en charge de la sécurité des populations. Mais ce qui s'est passé aussi, c'est que on est passé à un format de communication, alors qu'il y a quelques mois, on lançait quand même en grande pompe le BIG, le Bureau d'information gouvernementale, qui est supposé porter la communication, en tout cas l'organiser et la diffuser, cette communication gouvernementale-là. Où est le BIG dans cette affaire-là? Il est écarté. A-t-il été impliqué dans la mise en œuvre de ce format-là? Je ne le pense pas. Et ce qu'il se passe quand on fait ce type de communication-là, c'est que on ne solennise pas assez les messages. Donc, d'un côté, on perd ce qu'on gagnerait en solennité et on n'a pas l'effet inverse aussi, qui est celui de susciter un effet de proximité avec les populations parce qu'elles se sentent manipulées par ce nouveau format dont on ne sait pas d'où il vient. Alors, le gouvernement devait-il faire face à la presse ou à l'Assemblée nationale? Il faut qu'on se rende compte que depuis mai 2019, l'État du Sénégal a disqualifié l'Assemblée nationale comme interlocuteur, puisque cette Assemblée nationale-là n'a plus le droit de motion de censure du gouvernement. Ça veut dire que concrètement, elle vote des lois, mais elle ne contrôle plus l'action du gouvernement. Donc, c'est logique pour logique que le gouvernement en question ne se sente pas obligé d'aller devant les députés qui n'ont même pas le pouvoir de déposer pour le principe une motion de censure pour sanctionner éventuellement cette politique du gouvernement-là. Donc, mais bon, équilibre des formes, le président ne peut pas non plus dissoudre l'Assemblée qui sera élue pour la prochaine en juin 2022. Donc, je pense que globalement, c'est quelque chose qui, de mon point de vue, ne devrait pas être poursuivi. Je pense qu'on devrait aller vers l'accréditation de journalistes auprès du secrétariat général du gouvernement ou auprès de la présidence qui viendrait sur une périodicité 14 jours, pourquoi pas, moindre, hebdomadaire, peut-être mieux, pour vraiment inscrire cette communication gouvernementale dans quelque chose de normal et pas dans le spectaculaire et l'événementiel.
Albert, l'on entend souvent, et les actes semblent le prouver, il y a cette décision dont on a parlé tantôt, cette conférence de presse tous les 14 jours. Il y a aussi en même temps ce task force de débatteurs de l'APR. Les tenants du pouvoir disent donc qu'ils veulent être ou aller à l'offensive. Est-ce que c'est la vocation d'un gouvernement d'aller à l'offensive? Parce qu'aller à l'offensive, on peut même aussi servir des arguments mensongers. Est-ce que c'est la vocation d'un gouvernement? Moi, je crois que la communication d'un gouvernement, d'un État, elle est importante. Elle est aussi importante que les institutions. Maintenant, le problème qu'on a avec ce gouvernement, à mon avis, il subit trop l'actualité, la pression. La pression, elle est forte. La demande, elle est forte. Mais quel type de stratégie? C'est normal dans un pays démocratique. Mais c'est normal. Quand vous avez le Covid, votre économie s'effondre. Vous avez l'angoisse au niveau des familles. Vous avez l'angoisse individuelle. Mais la crise du Covid, c'est une crise très profonde. À mon avis, c'est ça le malheur du gouvernement. Il sous-estime l'impact de la crise. Et plus on va progresser d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, le malaise va être profond. Et quand vous êtes dans une situation de crise, en général, on opte une stratégie de communication de crise. Le gouvernement n'est pas dans un état d'esprit d'élaborer une politique de communication de crise. Elle est trop rassurante, elle est trop suffisante, et elle est trop politicienne. Il passe à côté de la crise. Et ça, je crois que ce soit le gouvernement, que ce soit les débatteurs, que ce soit le président de la République, s'ils ne se ressaisissent pas pour voir quelle est la situation réelle du Sénégal, ils ne pourront jamais prendre en charge les questions véritables du Sénégal. Et si tu ne prends pas les questions de fond, mais comment tu peux communiquer? Tu ne peux pas communiquer sur du faux, sur l'annonce, sur la promesse. Vous dites, par exemple, que vous allez faire chaque 2 semaines une conférence de presse, mais vous allez saturer votre communication. Vous allez vous-même provoquer la désaffection. Les gens vont être dégoûtés, désabusés, déchantés. Et ça, j'espère que le gouvernement va réfléchir quand même pour moduler. Quand on est dans une situation de crise, il faut avoir une option, à mon avis, sereine, et se dire que le poste de communicant, c'est un poste aussi important que le poste de ministre. Si vous regardez les ministres qui ont déjà fait le premier tour de table, mais ils n'ont pas préparé leur communication. Ils sont venus pour répondre en fonction de eux, ce qu'ils pensent. Chaque ministre est venu dire ce qu'il pense. Ils n'ont pas vu que les Sénégalais étaient à l'écoute, la presse était à l'écoute. Mais dans un tel contexte de crise, il faut préparer celui qui va communiquer. Et à mon avis, ils ont en tout cas un dispositif de communication. Ils doivent faire confiance à ce dispositif-là. Parce qu'à terme, s'ils ne font pas attention, le gouvernement va discréditer même ceux qui sont chargés de mener la communication. Et ça, ce serait très grave que le gouvernement soit désavoué, que les communicateurs soient désavoués. Il donnait tout à l'heure l'exemple du Soleil et de la RTS. Ah, je ne les ai pas cités. Non, tu n'as pas cité. Mais je veux dire, pourquoi les outils de communication de l'État, du pouvoir, du parti dominant, de la majorité, pourquoi ces médias-là sont moins crédibles que les autres? Mais le gouvernement devrait réfléchir. Mais je voudrais, si vous permettez pas, Beziba et Albert, réagir sur cette question de communication de crise. Je crois qu'il y a une crise qui est la crise Covid, dans laquelle l'aspect qui revêt le plus important est la question sanitaire. Et de ce point de vue-là, après avoir envisagé, si vous vous rappelez, il y a quelques mois, d'arrêter les points de presse quotidiens, le ministère de la Santé les a poursuivis. Et je pense que c'est une bonne chose. Effectivement, dans le Covid, pour son aspect sanitaire, on est dans de la crise.
Mais on ne peut pas dire, après que, on ait dit qu'il nous faut apprendre à vivre avec le Covid et avec les moyens qu'on a, qui de toute façon ne nous permettent pas de faire du confinement ou d'arrêter d'aller au travail ou à l'école, on ne peut pas effectivement être dans une communication anxiogène venant du gouvernement en direction des populations. Et c'est ce point de vue-là que je pense, moi, que ce qu'il faudrait, c'est une communication installée plutôt dans la transparence, c'est vrai, mais dans un mode rassurant et non pas spectaculaire, c'est ce que je voulais dire. Et effectivement, il y a 2 jours, dans une publication écrite, j'ai utilisé le terme saturation, risque de saturation par rapport à ce format gouvernement à la presse, parce que cette saturation-là, justement, enlève et la solennité et ne permet pas de gagner l'inverse, qui est la proximité. Nous restons avec vous, Ousseynou, avec ce marathon budgétaire qui a démarré mardi dernier. L'on remarque que pour l'année prochaine, l'Assemblée nationale, HCCT et le CES, le Conseil économique, social et environnemental, toutes ces institutions ont vu une augmentation dans leur budget. Comment vous l'expliquez? Une augmentation assez spectaculaire. Un confrère à coup de milliards a titré dernièrement Macky arme ses alliés. Ce n'est pas faux, mais je me demande s'il ne les désarme pas. S'il ne les désarme pas dans le sens où il les arrime à la coalition Benno Bokk Yakaar dans laquelle ils font déjà partie, en tout cas les présidents d'institutions que sont le président Niasse de l'Assemblée nationale et pour le HCCT, Aminata Mbengue, et maintenant celui qui vient d'arriver, qui va venir en renfort de cette majorité, Benno Bokk Yakaar. Il faudra bien, même si le député Déthié Fall est encore dans l'autre groupe parlementaire, il faudra bien qu'il fasse la migration. Donc il les arme peut-être, comme dit le confrère, mais il les désarme surtout pour garder sa coalition jusqu'aux législatives de juin 2022, parce que autant on n'est pas sûr de la tenue des locales à date échue, ce qui n'a pas été le cas après 2 reports, autant je pense que les législatives de 2022 se tiendront effectivement. Et pour ça, Macky Sall, le président, a besoin d'arrimer toute sa majorité à lui, parce que quand même, il y a eu quelques récriminations, notamment venant de l'APR. Bon, ce que je constate, c'est que, de mon point de vue, en tout cas, le vote d'une loi initiale à l'Assemblée nationale, c'est un peu une fiction arithmétique et budgétaire, parce qu'on vote des choses dont on n'est pas sûr dont on n'est jamais sûr d'ailleurs qu'elles seront exécutées à la fin de l'année. On vient faire une loi des finances rectificative, donc il leur a donné 2 milliards de plus pour le CSE. Et si même on voit le spectacle milliards auquel se livrent certains députés, on se demande est-ce qu'ils comprennent très bien vraiment les enjeux. Mais je ne suis pas sûr, et ce défaut de compréhension des députés me fait penser qu'on a multiplié me fait dire qu'on a multiplié les instances institutionnelles de consultation consultative, comme le HCCT, le Conseil national des territoires, à côté du CSE. Je crois qu'il faut qu'à un moment, on accepte qu'un Sénat, ce n'est pas scandaleux que ça existe dans une république. On l'a fait sauter pour plusieurs raisons, y compris des raisons prétendument d'économie budgétaire, mais un Sénat, c'est important dans la désignation de ses membres, qui est un peu élitiste, qui se fait, c'est vrai, pour une part, par les présidents d'institutions, y compris le président de la République, mais qui se fait aussi par un vote par ceux qui sont, eux, détenteurs déjà d'un mandat. Je crois qu'on ne peut pas juste faire confiance au peuple pour envoyer à l'Assemblée nationale les personnes les mieux armées, intellectuellement et éthiquement, pour comprendre les choses et les défendre. Je crois que toute cette profusion d'instances consultatives, on devrait à un moment s'arrêter. C'est très bien l'ingénierie institutionnelle et de se dire qu'on ne va pas rester avec les mêmes institutions que celles dont on a hérité de la Constitution française de 58, mais il faudrait qu'on se dise qu'un Sénat dans une république, pour être au-dessus de l'Assemblée et quelque part, j'allais dire, censurer ou valider le vote de l'Assemblée nationale, c'est important. Très bien. Albert, nous allons terminer avec vous. Qu'est-ce que vise Macky Sall en renforçant comme ça ses alliés? Je crois qu'il est cohérent lui-même. C'est un régime présidentialiste. Il renforce son pouvoir.
Son pouvoir, clair. Il va finir. C'est clair qu'on est parti vers un troisième mandat. Il y a rien d'extraordinaire. Je ne le pense pas. Il est en train. Non, je veux dire que. Vous pensez c'est pas innocent. Aujourd'hui, si Macky Sall gagne les locales, gagne les législatives, je ne vois pas. Sur le plan politique, qu'est-ce qui empêcherait Macky Sall de briguer un troisième mandat ? Je vous dis ma lecture, si vous permettez. C'est sûr. que Macky Sall, à la tête d'une coalition Benno Bokk Yakaar élargie après le gouvernement de Toussaint à l'ouverture, ce qui va se passer, c'est qu'avec cette majorité législative-là, qui ne peut pas être dissoute en 2024 par un président qui ne s'appellera pas Macky Sall sera dans la situation comme au Congo, Kinshasa avec Kabila oui. Où c'est lui qui a barre et main sur le président au moins jusqu'en 2027. On voit aujourd'hui les frictions en RDC. Au final, à ce débat dans quelques instants. Le flash, donc merci à Ousseynou Narguey, journaliste consultant, directeur général d'Accessible.com et fondateur de Track.sn. Merci Ousseynou, merci à vous Albert, merci chers auditeurs d'avoir suivi Remue Ménage. Abdoulaye Diop et Kader Lo ont assuré la mise en onde de cette émission.